Gens de Corée du Nord, qu'est-il arrivé quand vous avez été attrapés en tentant de vous échapper? Je préparais le petit déjeuner quand 3 officiers ont fait irruption dans notre maison et ont plaqué ma femme au sol. 2 d'entre eux lui ont mis des menottes et l'autre a pressé son arme contre ma tempe comme avertissement de ne pas intervenir. Ils l'ont traîné dehors de force en sous-vêtements, l'attirant vers la place du village. Tout ce que je pouvais faire était de suivre avec l'arme de l'officier contre ma tête. Ils l'ont attachée au poteau de bois au centre avant de lire qu'elle avait été trouvée coupable de regarder la télévision sud-coréenne et que sa punition était la mort. J'ai essayé de les supplier. J'ai offert ma vie à la place, mais rien de ce que je disais n'était suffisant. J'ai été forcé de regarder ma femme être fusillée à 7 heures du matin sous les yeux de quiconque passait, toujours dans les vêtements avec lesquels elle avait dormi. Notre fille de 2 ans pleurait dans mes bras, criant "Maman". C'est alors que j'ai pensé pour la première fois à fuir. Au début, je n'étais pas sûr. Ma fille avait 2 ans. Traverser avec elle serait trop dangereux. Peut-être pourrais-je attendre qu'elle soit plus âgée. Mais alors, 3 jours après l'exécution, un garde avec qui j'avais travaillé dans la mine de charbon m'a trouvé en rentrant chez moi. Il m'a tiré dans une ruelle et a dit "Tu as 48 heures". Mon sang s'est glacé. J'ai demandé ce qu'il voulait dire et il a regardé autour terrifié avant de chuchoter que mon nom était sur une liste. Ma fille et moi serions envoyés dans un camp de travail à la fin de la semaine à cause de ce que ma femme avait fait. Prends ta fille et cours, a-t-il dit. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis rentré chez moi et j'ai fixé ma fille endormie pendant 1 heure. J'ai pensé à ce qui arriverait si nous étions attrapés. J'avais entendu des histoires de torture, des histoires de gardes prenant des petites filles pour leur plaisir personnel. Je n'aurais jamais pu imaginer ce qui finirait par m'arriver. J'ai pris Amélie au milieu de la nuit, je l'ai enveloppée dans 2 manteaux et j'ai marché jusqu'à la gare. Le train vers la ville frontalière partait à 4 heures du matin. Je n'avais pas de billet, je n'avais pas de documents de voyage. En Corée du Nord, vous avez besoin de la permission du gouvernement juste pour aller dans la ville suivante. Malgré tout, je me suis glissé dans le train par la porte de chargement et je me suis caché dans les toilettes avec Amélie pressée contre ma poitrine. Le premier point de contrôle arriva au bout de 20 minutes. J'entendis des bottes dans le couloir, des gardes vérifiant les billets. Ils secouèrent la poignée des toilettes et Amélie commença à geindre. J'étais sûr qu'ils pouvaient l'entendre. Alors j'ai couvert sa bouche avec ma main doucement et j'ai grimpé silencieusement par la fenêtre sur le côté du train en mouvement. Je me suis accroché à une poutre métallique, Amélie attachée à ma poitrine avec ma ceinture, mes pieds pendant au-dessus des rails en mouvement. Le garde regarda à l'intérieur et continua, ne soupçonnant rien. Je me suis remonté à l'intérieur. Pendant 2 jours, j'ai joué à ce jeu du chat et de la souris, me cacher dans les toilettes, sortir par la fenêtre, m'accrocher à la poutre métallique, même monter sur le toit quand nécessaire. Amélie pleurait de faim car elle avait mangé tout ce que j'avais réussi à apporter. Le voyage prit 2 jours complets, mais j'arrivais finalement. Quand nous atteignîmes la ville frontalière, Amélie avait de la fièvre. Elle brûlait, à peine consciente, et la partie la plus difficile était encore à venir. J'ai trouvé la rivière Yalu à l'aube. Si je pouvais la traverser, je serais officiellement en territoire chinois. Amélie et moi serions en sécurité. La rivière était plus petite que je ne m'y attendais, seulement 9 mètres de large, mais le courant était extrêmement rapide. Entre nous et la Chine, il y avait une tour de garde avec un projecteur. C'est cette tour de garde que je n'oublierai jamais. Je suis descendu à la rivière en prétendant chercher de l'eau dans un seau, et au moment où j'ai vu mon ouverture, j'ai rampé dans les hautes herbes avec Amélie. La première étape était d'attendre le changement de garde qui arriverait dans 6 heures. 6 heures allongées complètement immobiles dans l'herbe glacée de décembre pendant qu'Amélie pleurait. Si l'herbe bougeait, le garde nous verrait. Si Amélie pleurait trop fort, le garde nous entendrait. 4 heures plus tard, j'entendis des pas. Le garde faisait une patrouille. Il se rapprochait. 3 mètres de distance, puis 1 mètre et demi. C'est alors qu'Amélie fit un petit bruit. Le garde s'arrêta et commença à marcher directement vers nous. J'ai prié de toute ma vie, mais il écarta l'herbe avec le canon de son fusil. Nous étions maintenant face à face. Son fusil était pointé sur mon front. Il me vit. Il vit Amélie, petite et malade. Il me fixa dans les yeux. S'il vous plaît, chuchotai-je. Sa mère est déjà morte. Il regarda Amélie longuement avec une expression morte, puis de nouveau vers moi. Si vous êtes encore là dans 10 minutes, je vous arrête. Puis il s'en alla. J'ai compté exactement 10 minutes. Puis je me suis dirigé vers l'eau. Un garde différent était dans la tour maintenant. Je suis entré dans la rivière avec Amélie sur mes épaules. Le courant était si fort que je ne pouvais pas nager. Je devais marcher. L'eau m'arrivait à la poitrine et Amélie était à peine au-dessus. Un tiers du chemin à travers la rivière. L'eau salée frappa le visage d'Amélie. Elle cria fort. Le projecteur nous frappa immédiatement. Le garde dans la tour cria "Arrêtez, revenez ou je tire". Je me figeais au milieu de la rivière. Mon esprit commença à s'emballer. Revenir égale camp de travail égale mort. Continuer égale tir égale mort. Toutes les options se terminaient de la même façon. Dernier avertissement. J'ai regardé le visage terrifié d'Amélie. J'ai fait un autre pas en avant. Le garde tira. La balle frappa l'eau à 60 cm de moi. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose. Ce garde ne pouvait pas vraiment tirer pour tuer. La rivière était territoire international. Si sa balle tuait quelqu'un dedans, la Chine commencerait une guerre. Il pouvait menacer, mais il ne pouvait pas tirer à nouveau. J'ai continué à marcher. Le garde criait, mais son fusil resta baissé. J'atteignis la rive chinoise et je me suis effondré.